Cause à effet, le magazine de l'environnement. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous de l'environnement avec au programme aujourd'hui un sujet très attendu, le bio dans tous ses états. On dit le bio pour certains ou la bio pour d'autres, pour ceux qui désignent ainsi l'agriculture biologique, la production, la consommation de produits bio dans le respect de la biodiversité. En tout cas, force est de constater que depuis l'époque des Larzaciens, comme on le disait dans les années 70, l'image des consommateurs bio a bien évolué et au-delà même de celle des bobos, souvent accolés au bio ces dernières années, une mutation semble s'opérer et pour cause. Le 10 octobre dernier, l'association Génération Future rendait publique son étude sur des mueslis avec un constat alarmant. Les mélanges de céréales non bio contenaient tous de fortes doses de pesticides. Alors bio ou non bio, notre alimentation est plus que jamais en question, même si le sujet ne date pas d'hier. Les travaux de scientifiques et de chercheurs en santé commencent à livrer leurs résultats. L'information sur cette alimentation est au cœur de problématiques de société et, signe révélateur, la consommation bio affiche désormais une croissance à 2 chiffres en France, entre 15 et 20%. La prise de conscience au niveau citoyen gagne donc du terrain à une époque où manger bio devient une question de santé publique. État des lieux aujourd'hui sur France Culture de l'univers bio et de ce marché en pleine expansion avec nos 3 invités. Emmanuelle Kess, directrice de recherche INRA, spécialiste en épidémiologie de la nutrition, co-investigatrice de l'étude Nutrinet Santé. À ses côtés, Marc Dufumier, professeur émérite d'agriculture comparée et développement agricole à AgroParisTech. Il est membre du comité de veille écologique de la Fondation pour la Nature et l'Homme et auteur notamment de 50 idées reçues sur l'agriculture et l'alimentation paru chez Alary Éditions et co-auteur du livre Agriculture biologique, espoir ou chimère, un livre paru aux éditions Le Muscadier. Et puis en duplex de nos studios à Toulouse, Philippe Pointereau, agronome spécialiste de l'agroécologie, directeur du pôle agro-environnement de Solagro, bureau d'études associatif qui travaille sur de nouvelles voies pour l'agriculture, l'énergie et l'environnement. Et puis en seconde partie d'émission, vers 16h45, les échos de la Terre nous emmèneront à Moinsartou, dans les Alpes-Maritimes, où les cantines sont passées au bio depuis quelques années et où une transition agroécologique est en plein développement. Et pour ce retour d'expérience, nous serons en liaison avec Gilles Perrol, adjoint au maire de Moinsartou. Il est à l'origine de ce projet et préside également l'association 1+Bio. Le bio dans tous ses états, surtout en 2016, année marquée par l'ouverture d'une halle bio à Rungis. Voici ce qu'en disait Stéphane Layani, PDG de la Semaris qui gère le marché de Rungis. On s'est aperçu que les premiers vendeurs de bio, c'était la grande distribution, que le commerce traditionnel, les restaurateurs étaient relativement absents du bio. Nous, on vise cette clientèle plus traditionnelle de façon à ce que le consommateur puisse avoir du bio sur les marchés de France et les marchés parisiens. Aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, le bio, c'est à peu près 100 000 tonnes de fruits et légumes par an. C'est relativement limité par rapport aux immenses tonnages de Rungis, 2,4 millions de tonnes par an, mais je prends l'engagement de doubler ce tonnage en 5 ans. Même l'Élysée a lancé un appel d'offres pour se fournir en produits bio et Rungis est évidemment sur les rangs. Bonjour Emmanuelle Kess. Bonjour. Bonjour Marc Dufumier. Bonjour. Et bonjour Philippe Pointereau. Bonjour. Alors 2016 semble être une bonne année pour le bio. Je disais qu'en tout début d'année, on a vu l'ouverture de cette halle bio à Rungis. 5600 mètres carrés dédiés au bio. La maire de Paris, Anne Hidalgo aussi, dans l'année, a bien exprimé son intention de favoriser l'implantation de marchés bio dans la capitale et puis de booster la consommation, y compris dans les écoles. État des lieux peut-être. Est-ce que toutes ces informations ont boosté aussi les surfaces bio aujourd'hui en surface agricole en France, Marc Dufumier?
Écoutez, oui, les derniers chiffres montrent quand même que la surface en bio aujourd'hui en France dépasse les 5%. C'est pas, on devait aller vers les 6%, on n'y est pas encore. Mais oui, très clairement, c'est à peu près autour de 30 000 exploitations agricoles. Et alors en matière de consommation ? Alors la consommation, elle s'est accrue avec une croissance à 2 chiffres déjà depuis 5-6 ans, largement. Et précisément, on était en train de perdre des parts de marché. C'est-à-dire, on importait de plus en plus de produits bio jusque assez récemment. Ça pourrait s'inverser, mais la demande a dépassé l'offre pendant très longtemps. Alors quand on parle de bio, on parle de quoi ? Parce que c'est vrai que même si on sent que aujourd'hui l'opinion publique est peut-être un peu plus avertie, un peu plus informée, il y a beaucoup de questions. On parle du bon bio, du mauvais bio, le local, de saison, celui qu'on fait venir aussi du bout du monde. C'est quoi concrètement la visibilité peut-être qu'on peut donner aujourd'hui aux auditeurs, Emmanuel Kess ? Pour la plupart des gens, je pense que la consommation d'aliments bio, c'est les aliments qui portent l'allégation, c'est-à-dire le logo du bio, la petite feuille européenne et puis l'ancien logo AB français que connaissent mieux les consommateurs. Effectivement, le bio, ça recouvre tout un tas de courants à la fois de consommation, mais aussi de courants de pensée. Et il faut voir le bio avec le petit b et le bio avec le grand B, à mon avis. On le voit notamment quand on pose des questions à des participants dans des enquêtes où pour chaque personne, le bio ne revêt pas la même définition, notamment pour des gens qui produisent leurs produits de maraîchage, par exemple, où pour eux, c'est bio, mais pour nous, en tant qu'enquêteurs, ça ne l'est pas forcément si on doit prendre une définition qui soit la même pour tout le monde. Alors quand vous dites le petit b, le grand B, c'est quoi le distinguo ? Il existe effectivement les aliments bio qui sont labellisés, mais probablement que dans ces aliments bio, au-delà du cahier des charges, certaines personnes qui pratiquent l'alimentation bio voient ça comme quelque chose peut-être de plus contraignant et de plus large que juste un logo. D'accord. Puisque finalement ce logo est lié à un cahier des charges existant qui peut être amené à être modifié, soit plus sévère, soit moins sévère, alors que pour les gens vraiment motivés par la consommation bio, ça peut revêtir d'autres aspects également. Philippe Pointereau, si on comprend bien, il y a des labels, il y a une charte. Est-ce que c'est facile pour des consommateurs lambda de naviguer dans cet univers-là ? Non, je pense qu'il y a beaucoup de labels. Quand vous allez dans une grande surface et vous regardez les produits, vous avez des noms, vous avez des marques, vous avez différents logos. Donc je pense qu'il y a une vraie éducation du consommateur qui est à la base de tout ça. Je pense que le bio est un produit qui est bien connu, mais il y a aussi par exemple les appellations d'origine contrôlée. Derrière tout ça, il y a des cahiers des charges différents, il y a des particularités différentes. Et je pense que l'enjeu pour demain, c'est vraiment l'éducation du consommateur qui soit assez informé pour faire les bons choix, quoi. Parce que, comme on l'a dit en introduction, il y a le bio, mais il y a aussi manger de saison. Et ça, c'est pas forcément le critère bio, quoi. C'est finalement des produits bio de saison. C'est aussi manger des produits, par exemple, non raffinés. Donc, derrière ce que vous dites, finalement, il y a tout l'enjeu de l'éducation du consommateur. L'enjeu, si on veut déjà aller très loin dans le débat, c'est que il faut jouer à la fois sur les pratiques agricoles, donc des pratiques qui respectent l'environnement, donc on y reviendra peut-être plus tard dans la discussion, mais par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, par rapport à la pollution de l'eau, etc. Il y a à la fois aussi le fait qu'il va falloir changer notre régime alimentaire, si on veut répondre en particulier à des enjeux de santé publique et de réduction de gaz à effet de serre. Et puis il y a aussi le fait que manger de saison, ça veut dire des produits plus frais, ça veut dire des produits qui coûtent moins cher à produire. Produire des tomates sous serre, ça peut coûter 10 à 100 fois plus d'énergie que de les produire en plein champ au moment où elles poussent naturellement. Et puis il y a aussi derrière le raffinage des produits, quoi, entre du sucre raffiné et du sucre non raffiné, ou du pain complet ou du pain blanc. Il n'y a pas les mêmes quantités de nutriments dans les produits, et ça aussi c'est important. Marc Dufumier, est-ce que, ou rapidement, on peut quand même donner une idée aussi de ce cahier des charges ? Oui, c'est-à-dire que l'agriculture biologique certifiée, on va dire bio, donc la petite feuille et le logo AB, s'interdit l'emploi d'engrais de synthèse et de pesticides de synthèse. C'est pour l'essentiel. Et puis s'interdit la présence, évidemment, de traces d'OGM dans l'alimentation. C'est plus une obligation de moyens.
Et du coup, on peut quand même vérifier si les moyens ont été mis en œuvre, qu'une obligation de résultat, ça c'est très juste. Mais enfin, on voit quand même dans l'analyse des aliments que l'expérience du muesli est remarquable, qu'effectivement la présence de résidus pesticides dans les fruits, légumes et autres, eh bien, évidemment, est très nettement inférieure dans les produits issus de l'agriculture biologique. Alors vous avez en plus maintenant des marques qui sont labellisées bio, mais qui en plus sont encore plus exigeantes que le label européen, qui, au moment où on a fait un cahier des charges uniforme à l'échelle de l'Union européenne, pour ce qui était du cahier des charges français, ça a été un peu revu donc à la baisse. Oui. Et du coup, vous avez des marques, Demeter, Cohérence, Nature et Progrès, qui sont plus exigeantes. C'est assez étrange de voir que parfois des marques sont plus exigeantes qu'un label public. Et donc, combien de labels, combien de marques aujourd'hui dans cet univers bio ? Alors il y a beaucoup de marques, mais les 3 que je viens de citer, elles se révèlent plus exigeantes que le seul label. Puis alors proche des labels bio, vous avez par exemple le label équitable, assez curieusement, 70% des produits labellisés équitables sont aujourd'hui des produits bio. Je vous propose d'écouter l'extrait d'un documentaire diffusé sur Arte en 2014. Son titre, Produire bio, un business comme les autres, c'était de Christian Jens. Et vous allez comprendre que effectivement, c'est aussi une agriculture qui se développe, mais qui appelle à plus de contrôle, peut-être. Des activistes de l'organisation de protection des animaux Animal Rights Watch sont en mission. Ils se filment eux-mêmes et commentent leur action en direct. Leur destination, une ferme d'élevage de dindes soi-disant bio, quelque part en Allemagne. On remarque qu'au niveau de la cage thoracique, les animaux sont déplumés. C'est dû au fait qu'ils ont l'abdomen qui repose en permanence sur ce sol très humide. À la surface, ça a l'air plutôt propre, mais si on y regarde de plus près, on voit que la paille cache des excréments qui se sont accumulés depuis des mois. Donc, sous la paille, il y a une couche d'excréments de plus en plus humide et de plus en plus compacte. Et les dindes sont toujours couchées là-dessus. Regardez leurs plumes à l'arrière. Les pauvres, elles ne peuvent même plus marcher correctement. Vous voyez ? Et le pire, c'est que ces dindes pourraient encore être sauvées. Alors c'était un tournage dans une ferme en Basse-Saxe en Allemagne et donc peu de temps après la diffusion du film, cette ferme a vu son label retiré bien évidemment, mais comme dans toute agriculture finalement ça pose aussi la question des contrôles, Marc Dufumier. Oui, mais disons quand même que l'agriculture bio a le mérite d'avoir donc son logo, son label et son organisme certificateur lui-même certifié par l'État. Et je dirais que quand justement on dénonce ce genre de pratique, moi je suis content parce que ça veut un peu dire souvent que quand même l'organisme certificateur a fait son boulot. Mais il faut rester vigilant. Rappelez-vous quand même l'époque où on a réussi à mettre du cheval dans du bœuf, enfin dans les lasagnes de bœuf. Il nous avait fallu attendre plusieurs années avant de s'en apercevoir et découvrir qu'il y avait des anti-inflammatoires dans la viande de cheval. Je pense qu'on peut être quand même davantage rassuré avec une alimentation bio. Oui, en sachant, comme vous dites, le maître mot, c'est la vigilance, quoi qu'il arrive, et que ce travail-là, s'il est fait ou par des associations ou des personnes certifiées pour les contrôles, c'est tant mieux. Emmanuel Kess, vous qui travaillez justement sur ces bio, sur ces produits-là, est-ce que d'emblée, dans votre étude BioNutrinet, il y a des provenances que vous bannissez peut-être ? Quel bio est consommé ? Alors justement, nous, on s'est posé ces questions-là au moment de la mise en place de notre étude, puisque notre objectif, c'était d'évaluer la consommation de bio chez des participants à la cohorte Nutrinet Santé. Et donc, il a fallu qu'on décide d'une définition de ce qu'on considérait comme un produit bio. Parce qu'on peut rappeler justement cette grande étude lancée il y a 5 ans à l'INSERM, donc l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, avec donc Serge Erkberg, et vous disposez, si je peux parler ainsi, de 100 000 internautes, 50 000 qui consomment bio et 50 000 qui consomment non bio, c'est ça Alors ça, en fait, c'était les objectifs qu'on avait annoncés au moment du lancement du projet. Donc aujourd'hui, on a 150 000 internautes. Et pour des raisons techniques et de lourdeur, nous avons proposé notre questionnaire bio aux volontaires de cette étude et nous avons eu 30 000 réponses. On a réussi à intégrer dans cette étude-là à la fois des consommateurs et à la fois des non-consommateurs de bio, ce qui nous permettait à nous d'avoir des références. Donc l'étude est en cours, on va en parler dans un instant, et avec aussi le principe, les objectifs. En tout cas, là, donc, je vous posais cette question sur justement les labels, la provenance. Alors nous avons décidé d'adopter la solution qui nous semblait la plus simple
pour la personne qui allait remplir les questionnaires et nous nous sommes focalisés uniquement sur les produits qui étaient labellisés. Ce qui veut donc dire que pour notamment les produits qui venaient de l'autoproduction, même si les pratiques des personnes pouvaient relever de l'agriculture bio, nous ne les avons pas considérées. Et donc, justement, ça nous amène à cette question-là, malgré tout, malgré ces labels peut-être ou certaines provenances qui demandent de la vigilance. Marc Dufumier, pour répondre à cette question, d'ailleurs, on peut dire quoi, que tout ce qui provient d'Europe, déjà, on peut le consommer en bio, en gros? Oui, quand même en gros. Oui, il faut toujours rester rester vigilant. Il y a eu le sujet là, du film d'Arte, mais les certificateurs français, par exemple, se déplacent aussi bien en Italie, en Espagne, en Grèce. C'est quand même la même certification. Mais peut-être des zones à bannir malgré tout, ou des pays dans lesquels on sait que on peut se payer un label. Oui, il faut pas l'exclure, notamment en dehors de l'Union européenne. C'est plus incertain, mais globalement quand même, à partir du moment où c'est certifié, où il y a le label, on peut faire à peu près confiance quand même. Philippe Pointereau, sur cette question ? Moi, je pense que pareil, la certification, il y a des contrôles qui sont faits pour ça, donc je pense qu'il faut faire confiance au contrôle. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est que le cahier des charges, il englobe pas tout. Donc, souvent, ce qu'on discute, c'est le volet social, d'où le cahier des charges aussi sur le commerce équitable. Le cahier des charges ne dit pas, après, sur la façon de consommer, d'acheter, etc. Et puis, au sein même de la bio, il y a des choses qui sont pas dans le cahier des charges, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont pas pris en compte. Nous, par exemple, à Solagro, on a des diagnostics d'environ 2000 fermes, dont 1000 en bio. Et quand on compare des systèmes comparables entre bio et conventionnel, on s'aperçoit par exemple que dans les fermes qui sont en agriculture biologique, il y a beaucoup plus de diversité, c'est-à-dire beaucoup plus de haies, beaucoup plus de jachères, beaucoup plus de prairies naturelles, etc. Donc ça veut dire que potentiellement, la biodiversité est mieux prise en compte, même si dans le cahier des charges, il n'y a rien. Donc, faut avoir une vision plus globale. Et puis, on peut faire des tomates bio sous serre en Espagne, qui vont poser un certain nombre de problèmes sur l'eau, qui ne fait pas partie du cahier des charges, sur le chauffage des serres. Et on peut produire des tomates de plein champ en France. Donc, je pense qu'il faut que le consommateur comprenne bien la limite de tous les cahiers des charges. Il faut aussi que les distributeurs, les industriels s'intéressent aussi à cet enjeu-là. Eux, dans leur processus d'achat, même au-delà de la bio, rien ne les empêche d'essayer de mettre en prendre en compte d'autres critères supplémentaires. Et ça, on y viendra dans un instant au cours de l'émission en parlant du bio-business. C'est prévu. On va pour l'instant s'intéresser au bio, manger bio et questions de santé publique parce que l'actualité nous l'a rappelé effectivement ces derniers temps. Je propose d'écouter ce document sonore France Info 11 octobre dernier. Toutes les marques testées sont en effet concernées. Nestlé, Kellogg's, Jordans, les marques distributeurs de Carrefour, Auchan, Intermarché et autres Leclerc, avec ou sans fruits, avec ou sans sucre, les 15 échantillons non bio testés contiennent tous en moyenne 9 pesticides et même jusqu'à une quinzaine. Et si on les additionne, on a trouvé 141 résidus différents, dont la moitié soupçonnés d'être des perturbateurs endocriniens. Alors certes, ce qu'on appelle la dose journalière admissible de ces produits chimiques n'est jamais dépassée pour une consommation qui serait classique de 50 à 100 grammes de céréales par jour. Mais l'effet cocktail inquiète les experts, c'est-à-dire le contact avec toutes sortes de molécules et tout au long de la vie. Voilà ce qu'en dit François Veillerette. Il est porte-parole de Génération Future. C'est l'association à l'origine de cette enquête. Ces perturbateurs endocriniens, ils vont d'abord viser le jeune enfant et l'enfant dans le ventre de sa maman, le fœtus. En plein développement, sont les organismes les plus sensibles à ces molécules chimiques qui peuvent justement perturber le système hormonal. Et c'est eux qu'il faut protéger en priorité. Donc les mamans enceintes devraient être exposées à aucun perturbateur endocrinien pour supprimer le risque que peut courir le fœtus. Il faut rappeler que les perturbateurs endocriniens sont liés à des risques plus grands de certains cancers qui vont se déclarer plus tard dans la vie, des problèmes de développement du fœtus, des problèmes de formation génitale, des problèmes touchant le métabolisme, etc., des maladies neurodégénératives. En fait, tout se passe comme si cette exposition aux perturbateurs endocriniens pendant la grossesse programmait des maladies qui vont se déclarer plus tard dans la vie de l'enfant à naître. France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Alors Emmanuel Kess, l'affaire des muesli qui a ébranlé la planète du bien manger ces dernières semaines, c'était donc le 11 octobre 2016. Ça nous montre aussi, donc, alors qu'il y a bien sûr ce travail de génération future notamment, mais il ne faut pas oublier que des études dans le monde entier sont en cours dans des labos avec des chercheurs comme chez vous, avec votre étude Bio-Nutrinet et donc au cœur de l'INSERM et l'INRA, enfin avec des grands pôles de recherche et scientifiques qui travaillent sur les résidus de pesticides, les autres produits toxiques aussi pour l'homme. Où on en est finalement, le lien est établi aujourd'hui clairement entre ces produits toxiques et des maladies comme les cancers, comme la maladie de Parkinson, comme autres maladies qui atteignent l'homme. Je dirais que pour l'instant, au niveau vraiment de la santé publique, c'est-à-dire sur les études qui sont réalisées en population, les données qui sont disponibles actuellement ne permettent pas de forcément faire un lien de causalité entre ces molécules et l'apparition de maladies au niveau de la population générale. Dans les populations qui sont vraiment exposées, comme la population des agriculteurs par exemple, on commence vraiment à avoir un certain nombre de certitudes. C'est notamment le cas des travaux qui ont été répertoriés dans l'analyse collective, dans l'expertise collective de l'INSERM qui a été publiée en 2013 sur les pesticides, où là il y a un certain nombre de choses avérées avec la maladie de Parkinson, avec certains types de cancers, le cancer de la prostate chez les hommes par exemple. Mais en population générale, on a encore énormément d'interrogations. Sauf pour les populations qui sont, par exemple, dans des zones viticoles ou dans des zones où il y a une grosse production agricole, où on sait que les enfants à l'école ou chez eux subissent ça et qu'il y a un peu plus de cancer, par exemple de leucémie ou autres maladies Tout graves. à fait, mais en fait ces études ont été mises en place parce qu'il y a eu une alerte de santé publique. C'est notamment le cas dans les productions d'agrumes qui utilisent énormément de pesticides. On s'est aperçu qu'il y avait un nombre de cas d'autisme chez les enfants qui était vraiment très élevé, par exemple. Mais là, on est vraiment sur des populations spécifiques et c'est par l'observation des pathologies qu'on cherche les raisons. Mais faire une grande étude d'envergure en population générale pour essayer de mettre en lien vraiment ce qu'ils consomment, le fait qu'ils le mangent en bio ou en conventionnel en population générale et puis ensuite mettre ça en relation avec leur état de santé, à l'heure actuelle, il y a très peu d'études qui ont regardé ces effets-là sur le long terme. Alors si ce n'est que vous, du coup, avec cette étude Bio-Nutrinet, vous avez des moyens de voir de quelle façon est-ce que peut-être les consommateurs de produits bio et ceux de produits non bio sont sujets à plus ou moins de problèmes de santé ? Tout à fait. Pour l'instant, nous avons essentiellement mesuré l'exposition, donc c'est-à-dire les niveaux de consommation au global, et puis la part du conventionnel et la part du bio dans les comportements alimentaires des individus. Et dans notre projet, donc qui est financé par l'Agence nationale de la recherche qui s'appelle Bio-Nutrinet, nous avons compilé énormément de données, à la fois sur les impacts environnementaux avec l'équipe de Solagro, mais aussi avec l'Institut technique de l'agriculture biologique, afin de mettre en place des données concernant les apports en résidus de pesticides. Donc comme nous aurons des données de santé, étant donné qu'on travaille sur une cohorte, c'est l'objectif de ce type d'études, nous serons en mesure de mettre en relation les consommations de bio et de conventionnel, mais aussi les apports en résidus de pesticides avec les maladies qui se développeront sur ces sujets-là. Philippe Pointereau, comme vous participez aussi à Bio-Nutrinet, quelles sont peut-être les premières données ou qu'est-ce qui semble poindre finalement ? Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut avoir en tête. C'est le changement de régime. Je pense qu'Emmanuel en reparlera, c'est-à-dire un consommateur bio ne mange pas pareil qu'un consommateur conventionnel, on va dire. Ces consommateurs-là consomment moins de produits laitiers, moins de viande. Et ça a un impact, on verra, important sur l'environnement. Et le deuxième levier, c'est les pratiques agricoles. Donc le fait de produire en bio, ça permet déjà d'éviter largement tous les pesticides. Alors il y a toujours un peu du cuivre, du soufre qui est utilisé, mais globalement, la plupart des pesticides ne sont pas utilisés. Et après, nous, ce qui nous intéressait beaucoup, qui est un véritable enjeu, c'était sur les émissions de gaz à effet de serre, quoi. La combinaison bio-changement de régime permet de réduire fortement, alors de l'ordre, dans les publications qui existent déjà, de l'ordre de 30 à 60% les émissions de gaz à effet de serre, quoi. Et ça, c'est un véritable enjeu parce que ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, quand vous regardez ce que consomme un régime alimentaire en termes de gaz à effet de serre, si en 2050, il faut réduire par 4, rien que la production agricole pour produire son alimentation consommera 50% si on ne change rien de notre quota de CO2. C'est-à-dire qu'il ne vous restera plus grand-chose pour vous chauffer, pour cuisiner,
pour rouler avec votre voiture, quoi. Donc il y a l'alimentation est un véritable enjeu parce que elle représente l'agriculture plus de 20% des gaz à effet de serre, entre autres à cause des ruminants qui émettent du méthane, puis aussi les autres consommations. Donc là, il y a un véritable enjeu et ce qu'on montre, c'est que quand même, les consommateurs bio sont vraiment des vrais précurseurs parce que les pratiques agricoles, elles sont très favorables à l'environnement et le fait de changer son régime, finalement, c'est un deuxième levier qui permet de répondre finalement à la plupart des enjeux environnementaux d'aujourd'hui, de maintien de la biodiversité, de qualité écologique des masses d'eau, des rivières et des nappes qui sont très polluées, mais aussi des réductions des gaz à effet de serre, voire des consommations d'énergie. Marc Dufumier, donc un vrai choix humanitaire aussi alors. Oui, manger bio, c'est bon pour la santé, et c'est bon pour l'environnement, et pour ce qui concerne l'effet de serre. Peu de Français le savent, mais le principal gaz émis par l'agriculture qui est contributeur au réchauffement climatique, c'est le protoxyde d'azote, qui est émis notamment quand on dépend des engrais azotés de synthèse. Et par exemple, dans un pays comme la France, le seul fait de substituer ces engrais azotés de synthèse par des résidus de plantes qu'on appelle les légumineuses, vous savez, mais les lentilles, les pois chiches, les haricots, mais ça peut être les luzernes, les trèfles, les sainfoins, nous éviterait des importations, évidemment, de soja et tourteaux de soja en provenance du Nouveau Monde, transgéniques de surcroît, mais aussi des importations de gaz naturel russe pour fabriquer ces engrais azotés de synthèse, et nous aurions bien moins d'émissions de protoxyde d'azote. Et justement, tout l'intérêt de cette agriculture inspirée de l'agroécologie, agroécologie comme discipline scientifique, et l'agriculture bio représente quand même est assez proche de cet idéal, c'est précisément de, à la fois, nous donner des aliments pour la santé bien meilleurs et de favoriser l'environnement, la diversité des rotations, des assolements, c'est quand même pas rien. On va en parler dans un instant, mais avant justement de basculer sur cette deuxième partie de l'émission, je me retourne vers vous, Emmanuel Kess, parce que on évoque bien sûr le côté choix humanitaire par rapport aux ressources de la planète, mais on a aussi parlé de moins consommer de viande. De toute façon, même tout médecin le préconise, parce que du coup, il y a moins de problèmes cardiovasculaires et moins de surpoids en général. Cette consommation de produits bio, on dit que elle est plus riche en antioxydants. Est-ce que d'une manière générale, vous le vérifiez quand même dans vos études, c'est-à-dire que vraiment cet apport-là sur le plan vraiment nutritionnel et de santé est avéré? Alors, il y a un certain nombre d'études expérimentales réalisées sur les aliments qui montrent effectivement que les fruits et légumes bio ont des teneurs en certains micronutriments qui sont plus élevés que les produits conventionnels. Néanmoins, nous, dans nos études, nous n'avons pas pu prendre en compte ces données-là. C'est-à-dire que quand on travaille sur la composition des aliments, on utilise des tables génériques qui, pour la composition nutritionnelle, ne font pas la différence entre les produits bio et conventionnels parce que ces données sont très parcellaires. Nous, on travaille vraiment à une échelle globale et quand on a un indicateur donné, quel qu'il soit, environnemental, économique ou nutritionnel, il faut qu'il soit disponible pour tous les aliments que nous couvrons. Or, ces données-là sont pour certains types de produits, etc. Les données aussi en teneur en antioxydants vont dépendre énormément des variétés. Et donc, on n'était pas capable d'intégrer ces données-là dans nos données. Par contre, ce que l'on voit, et ça, c'est le corollaire de ce que Philippe Pointereau vient de dire, c'est que le changement de régime des grands consommateurs de bio, parce qu'on a toute la gamme des consommateurs, chez les grands consommateurs de bio, de par leur modification de comportement alimentaire, notamment avec une dominante végétale qui est bien plus importante, ont bien évidemment, comme c'est attendu, des apports en antioxydants qui de toute façon sont beaucoup plus importants que les consommateurs conventionnels. Et vous dites avec une part plus grande du végétal, c'est-à-dire y compris en produits laitiers, c'est du lait végétal donc plutôt que le lait de vache. Alors les très très forts consommateurs de bio, ceux qui ont une part de bio qui est au-delà de 75% dans leur alimentation, sont des groupes d'individus qui se sont déjà tournés vers les substituts. Donc à la fois les substituts de lait de vache, donc les laits végétaux, etc. Donc ce qui peut aussi poser d'autres problèmes, notamment sur la fixation du calcium, la vitamine D, etc. Tout n'est pas blanc ou noir. Oui, bien sûr, faut un suivi médical voilà, aussi à un certain niveau. Exactement, mais aussi tous les produits de substituts qui contiennent du soja, par exemple. Mais ces produits-là sont très souvent bio. D'accord, et donc ça rejoint ce que disait Marc Dufumier avec le soja ou transgénique qui peut venir du bout du monde. Oui, puis donc souvent on voit que les gens effectivement qui consomment davantage de bio mangent souvent moins de viande et de viande rouge en particulier et plus de légumes secs. Et les légumes secs, les fameuses légumineuses, là, les pois chiches, les fèves, les lentilles, c'est riche en fibres. Bon, en tout cas tout ça, ça va nous amener bien sûr à cette question de l'empreinte du CO2. On y revient dans un instant.
choix d'Alexandra Malka. C'est la suite de l'émission de Cause à effet sur France Culture, consacrée aujourd'hui au bio dans tous ses états. Un marché en pleine expansion avec une consommation de produits alimentaires bio en progression et puis des études scientifiques plus nombreuses qui parlent plus clairement aujourd'hui de santé publique en ce domaine. Et pour y voir aussi plus clair sur ce terrain, nous sommes en compagnie d'Emmanuelle Kess, directrice de recherche INRA, spécialiste en épidémiologie de la nutrition et co-investigatrice de l'étude Nutrinet Santé. Également à nos côtés, Marc Dufumier, professeur émérite d'agriculture comparée et développement agricole à AgroParisTech, membre du comité de veille écologique de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Et puis en duplex de Toulouse, Philippe Pointereau, agronome, spécialiste de l'agroécologie, directeur du pôle agro-environnement de Solagro. Et puis je vous rappelle que dans un petit quart d'heure, dans les Échos de la Terre, on fera un retour sur l'expérience de la commune de Mouansartou, en pleine transition avec une cantine 100% bio et le témoignage de Gilles Perrol. Alors avant Nora Jones, on avait commencé à évoquer cette question justement de l'agriculture de demain. Alors quelle agriculture de demain pour aussi préserver notre planète? Une agroécologie est-elle possible? Une agriculture bio est-elle juste un doux rêve ou une réalité future pour nourrir la planète? Aujourd'hui, 7,3 milliards d'habitants, Marc Dufumier. Demain, 9,5 à horizon 2050, en gros. Oui, exactement. Oui, il faudra nourrir une population croissante. Oui. Alors, est-ce qu'une agriculture bio, demain, peut envisager de nourrir la planète? Alors la réponse, elle est catégorique. Oui, c'est parfaitement possible. Figurez-vous que dans notre alimentation, on a besoin, vous savez, d'énergie, les kilocalories, de protéines, de vitamines, de minéraux, de fibres, d'antioxydants. Mais la première nécessité, c'est quand même l'énergie alimentaire. On en a impérativement besoin. Et ça nous vient du soleil. Pas de pénurie annoncée de rayons du soleil avant 1,5 milliard d'années. Donc soyez sans crainte. Si vous faites une agriculture avec une couverture végétale la plus totale, la plus permanente, et les rayons du soleil tombent sur des feuilles, la feuille transforme cette énergie solaire en énergie alimentaire, c'est gagné. Alors c'est vrai que cette énergie, on appelle ça sucre, on appelle ça amidon, on appelle ça lipide, c'est des hydrates de carbone. La plante trouve carbone dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Y a-t-il pénurie de gaz carbonique? Non, c'est un gaz pléthorique, c'est un gaz à effet de serre. Moi, l'agriculture intensive qui ferait un usage intensif de ce gaz carbonique, la plante prend le carbone, libère l'oxygène pour nos poumons, fabrique du sucre, de l'amidon, des lipides et pourquoi pas de la paille, de l'humus, je suis vraiment pour. On a besoin de protéines. Alors quand même, juste petite difficulté, c'est la gestion de l'eau qui fait que la plante, parce qu'il faut qu'elle transpire pour pouvoir, par les petits trous par lesquels elle transpire, intercepter le gaz carbonique. Donc c'est la gestion de l'eau qui est évidemment un des aspects les plus importants en termes techniques. Et puis les protéines, écoutez, c'est les hydrates de carbone sur lesquels on rajoute de l'azote. L'azote vient de l'air, 79% d'azote dans l'air, pas de pénurie annoncée aussi avant des siècles, mais rajouter de l'azote pour fabriquer des protéines, c'est coûteux en énergie. Et alors là, l'agriculture industrielle utilise des engrais de synthèse coûteux en énergie fossile. Et l'agriculture biologique, elle utilise ces fameuses plantes de l'ordre des légumineuses qui sont capables, en circuit court, c'est des microbes qui les aident à faire ça, d'intercepter l'azote de l'air, de fabriquer des protéines, de fertiliser le sol en azote, c'est-à-dire que les cultures qui vont suivre après dans la rotation et l'assolement seront ainsi fertilisées en azote. Alors là, vous voyez que cette agriculture biologique, là dont on parle, elle est savante, elle est diversifiée, c'est elle aussi qui va accueillir les coccinelles, les abeilles, les mésanges pour neutraliser les larves de carpocaps. Enfin, sachez que vraiment cette agriculture hyper savante, elle nous permet de nourrir une population croissante de façon saine, sans aucun problème. La question de l'alimentation dans le monde n'est déjà pas aujourd'hui un problème d'indisponibilité de nourriture, c'est une question de pouvoir d'achat. Les gens ne parviennent pas à acheter une nourriture qui pourtant existe. Et cette nourriture excédentaire que nous avons aujourd'hui dans le monde, eh bien, figurez-vous, elle est gaspillée par certains. Elle sert à nourrir peut-être des animaux en surnombre par d'autres. Et de plus en plus, elle sert à abreuver des voitures en éthanol, en agrodiesel, en agrocarburant. Il y a de la nourriture qui échappe à des pauvres, qui est achetée par plus riches pour en faire du gaspillage, nourrir des cochons ou abreuver des voitures. Ça, c'est toute cette question économique, effectivement. On va y revenir dans un instant. Je me tourne d'abord vers Philippe Pointereau sur cette question de l'agriculture bio. On disait une agriculture savante, c'est vrai. D'ailleurs, il faut souligner que la France est en retard quand même sur ce terrain-là. Il y a certainement d'autres pays en pointe, on peut en parler, et peut-être même des pays du Sud.
Oui, sur la bio, il y a l'Autriche qui est à 20%, donc forcément on a des progrès à faire, mais je pense qu'en ce moment ça bouge beaucoup. Ce que je voulais dire par rapport à ce qu'a dit Marc, c'est que pour la France, si on regarde la situation actuelle, on ne pourra nourrir les Français en bio que si on change le régime alimentaire. C'est-à-dire que si on reste au niveau de consommation actuelle en viande, en produits laitiers, etc., du fait que les rendements en bio en France sont quand même, pour certains produits comme les céréales, beaucoup plus faibles, ça n'est pas possible, quoi. Donc pour moi, il y a vraiment deux leviers, en tout cas pour la France, qui est de revenir à des consommations plus adéquates, parce qu'on surconsomme des protéines, on surconsomme des calories, on consomme trop de protéines animales. Et là, bien entendu, ce qu'on a montré, c'est que en changeant le régime alimentaire, la bio peut nourrir les Français. Mais il faut bien voir qu'en France aussi, on importe énormément de produits, c'est-à-dire qu'il y a tous les produits tropicaux qui sont importés, le café, le chocolat, le cacao, les tourteaux de soja, etc. Donc la France est tout juste autosuffisante aujourd'hui parce qu'en fait, elle consomme énormément entre autres de produits carnés, quoi. Donc voilà. Alors après, sur l'agroécologie, on a quand même un ministre qui en a fait sa politique. Donc c'est vrai que ça a entraîné des changements dans l'enseignement agricole, dans la recherche. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont engagés dans ces nouvelles pratiques, qu'ils soient en bio ou en conventionnel. Dans la transition agroécologique, les agriculteurs vont jouer un rôle très important parce que c'est eux qui ont la plupart des savoirs. Bon, les scientifiques en ont, mais les agriculteurs, choisir une rotation adaptée à leur terroir, changer les pratiques de travail du sol, implanter des couverts, lesquels implanter, à quel moment, comment les détruire, comment semer. Ça, c'est quand même des savoirs agroécologiques qui sont les mains des agriculteurs. Et il faut mettre en avant ces agriculteurs, finalement, qui aujourd'hui les maîtrisent très bien et peuvent les transférer à d'autres. Ça va prendre du temps parce que, bon, il y a quand même, faut pas se voiler la face, il y a des lobbying qui freinent quand même des quatre fers sur tout ça, parce que finalement cette nouvelle agriculture, c'est consommer moins d'intrants, c'est être beaucoup plus autonome. Dans l'élevage, ça veut dire que les vaches vont beaucoup plus pâturer, vont consommer beaucoup moins de concentré. Cette autonomie fait pas l'affaire de tout le monde, quoi. Donc on sait faire, mais encore faut-il mettre en pratique. Alors souvent on entend dire oui, mais acheter bio c'est cher, la consommation bio c'est pas pour tout le monde. Finalement on se rend compte que le marché bio, étant donné qu'il y a une meilleure prise de conscience ou en tout cas il y a ce développement évident qui se fait en ce moment, attire forcément ceux qui aiment faire des affaires et de l'argent. Alors du bioéthique au bio-business, on est aussi là sur une transition. Je propose d'écouter un extrait à nouveau du film diffusé en 2014 sur Arte, Produire bio, un business comme les autres. Et on se retrouve dans un instant. Nous nous sommes lancés dans les produits bio lorsque les supermarchés hard discount se sont mis à en vendre. Il nous a fallu faire attention à bien répartir nos productions. Avec 60 hectares, nous devions nous assurer d'avoir des réseaux de distribution suffisamment grands, sachant que notre but est de convertir la totalité de nos terres à l'agriculture bio. Les agriculteurs qui rêvent de produire bio à 100% et dans des volumes aussi ambitieux que ceux de Carsten Niemann doivent effectivement s'assurer que les chaînes de distribution suivront. Notons que dans ce cas de figure, le bio n'est plus un idéal, mais une nouvelle norme imposée par les supermarchés hard discount. Ce sont eux qui dictent les quantités, le calibre et la forme des fruits et légumes, de même que les prix d'achat et de vente. Les produits sont tous contrôlés avant leur mise sur le marché, selon des critères fixes. Par exemple, s'il y a un trou dans la pomme de terre, comme ici, elle ne peut pas être vendue. Même si elle est parfaitement bonne à manger, elle n'est pas dans la norme, alors il faut malheureusement la mettre de côté. Et ça ne vaut pas seulement pour des magasins comme Aldi ou Lidl, ça concerne tous les commerces qui vendent des pommes de terre, que ce soit ceux du groupe EDEKA ou Rewe ou Familia. En ce sens, il n'y a aucune différence entre les commerces, qu'ils soient hard discount ou non. Alors on entendait dans ce film le témoignage d'un producteur bio intensif qui a l'air de parler de normes, finalement d'une sorte de normalisation aussi des produits. Ce bio qui devient un argument marketing aussi, on le retrouve plus largement dans les grandes surfaces. En même temps, si on veut nourrir plus de monde, il faut bien qu'il prenne une autre dimension. Mais est-ce qu'on doit craindre un accaparement mercantile et que le passage à l'intensif, dont on a besoin pour nourrir aussi la planète, soit du coup vecteur peut-être de dérive, Marc Dufumier? Alors très clairement, les grandes et moyennes surfaces et puis l'agro-industrie, eux, réclament des matières premières standards, sans défaut et autres.
Et c'est bien ce cahier des charges-là imposé par l'agro-industrie qui a incité nos agriculteurs à pratiquer cette agriculture industrielle. L'agriculture bio, elle peut difficilement céder complètement à ça, parce que il faudrait faire des monocultures, il faudrait que des élevages standards et autres. Je dirais que dans l'immense majorité des cas, l'agriculture biologique, elle est quand même, ne serait-ce que par son caractère biologique, ne pas employer de pesticides et ne pas employer d'engrais de synthèse, ça suppose quand même des rotations, des assolements, des associations de culture, enfin quelque chose de beaucoup plus diversifié. On lutte contre les prédateurs, non pas par des insecticides, mais par des prédateurs de prédateurs. Ça vous fait des légumes, des fruits qui sont pas exactement, ils sont parfois un peu difformes, mais il faut savoir, effectivement, même quand on va dans les grandes et moyennes surfaces, que le produit bio, il sera moins beau, mais il sera beaucoup plus sain. Passer à une plus grosse production, mais ne pas perdre l'essentiel. Alors, on va se méfier, y compris de qualifier le bio toujours d'extensif, qui mériterait toujours de plus grandes extensions. Oui. C'est-à-dire, il faudrait aller déforester la forêt amazonienne, la forêt congolaise et de Bornéo. L'agriculture bio peut faire un usage intensif de ce qui nous coûte rien. Je veux dire, l'énergie solaire, le gaz carbonique, l'azote de l'air, et les coccinelles, les abeilles, etc. Elle fait un usage intensif d'un certain nombre de fonctionnalités, et elle peut produire. Mais elle peut produire sain, et pas forcément, évidemment, dans un premier temps, j'en conviens, en France, les rendements sont réduits. La valeur ajoutée, elle s'accroît, parfois, parce que quand même, il y a moins de coûts en intrants, justement, les fameux engrais de synthèse et les produits chimiques. Mais par contre, le défaut qu'on reproche souvent à l'agriculture biologique, c'est qu'elle est intensive en emploi. Elle exige plus de travail. Et donc, nécessairement, le produit bio, au moins pour toute une galerie de produits, par exemple les fruits et légumes, eh bien, comme c'est soigné, comme c'est bichonné, comme c'est artisanal, le contraire d'industriel, ça exige plus de travail. C'est une agriculture intensive en emploi. Beaucoup d'emplois au kilomètre carré, après tout. Dans un pays comme le nôtre, il y a 10% de chômage. Je trouve que c'est pas du tout idiot d'aider des jeunes, d'installer des jeunes pour qu'ils pratiquent une agriculture biologique, trouver un emploi, trouver des revenus. Mais maintenant, il faut rendre accessible aux plus modestes cette alimentation. Et là, c'est là où on voit, et ça rejoint les études justement de l'INSERM, où on voit que non, l'agriculture biologique, elle est aussi consommée par des couches sociales de bas revenus, mais ce sont des gens qui ont déjà modifié leur consommation. Vous l'avez vérifié, Manuel Oui, Caisse ? Tout à fait. Nous, ce qu'on a pu voir dans notre étude, donc, c'est évidemment que le coût lié à la consommation de bio est supérieur évidemment aux produits conventionnels, mais on voit quand même un certain nombre d'éléments qui sont intéressants, notamment chez nos très gros consommateurs de bio. On peut voir qu'ils se tournent vers des lieux d'achat qui sont différents, c'est-à-dire que leur lieu d'achat prioritaire n'est pas du tout les grandes et les moyennes surfaces, par exemple. Ils vont avoir beaucoup recours aux circuits courts, aux AMAP, aux marchés, aux artisans aussi également. C'est des gens qui vont plus en boulangerie ou chez le boucher, par exemple. Donc les lieux d'achat sont différents et on voit qu'ils ont une alimentation qui leur coûte plus cher, mais avec des revenus qui sont pas forcément plus élevés. En fait, c'est la part dédiée à l'alimentation dans leur budget qui est plus importante. Donc les AMAP, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont ces associations de producteurs donc qui souvent sont associés à l'agriculture biologique, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Philippe Pointereau, allez à ce stade de l'émission le mot de la fin, mais pour réagir sur cette question-là, on disait le bio-business ou le bio plus accessible à tous. Déjà, je confirme que quand on regarde les données statistiques, les producteurs bio vendent beaucoup plus en circuit court. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe. Mais après, je pense qu'il y a aujourd'hui, comme le bio va beaucoup se développer, pour certains produits, le circuit court ne suffit pas forcément. Et aujourd'hui, il y a quand même tout un tas d'organisations qui essayent d'évoluer aussi, quoi. Il y a eu par exemple l'exemple de Biolait qui a organisé auprès des agriculteurs la collecte du lait bio, en faisant des péréquations pour que les gens qui soient éloignés finalement soient payés au même prix que ceux qui sont proches des laiteries. Il y a Biocoop qui s'est aussi organisé avec des cahiers des charges pour favoriser les producteurs locaux. Et puis je pense qu'il y a des industriels de la bio comme en France, Bjorg, Léa Nature, tout ça, les deux vaches, qui essayent aussi de créer des nouveaux rapports avec leurs agriculteurs. Donc je pense qu'en France, dans les industriels qui sont aujourd'hui dans le monde de la bio, je pense qu'ils vont essayer, et je l'espère, de faire autrement.
Bon, après, moi je voulais juste revenir sur le fait de nourrir la planète. Moi, quand en France on parle de nourrir le monde, de nourrir la planète, ça me fait toujours monter les poils parce que la France est aujourd'hui, moi j'estime qu'elle arrive tout juste à se satisfaire elle-même. Donc quand disons des industriels français ou des agriculteurs disent on va nourrir le monde, je pense que c'est en fait cacher les vrais problèmes, quoi. Et je pense que le problème en France, ça va être de nourrir la population française en aliments de qualité, avec une agriculture qui protège durablement nos ressources. Et ça, on l'a pas encore obtenu. C'est encore un véritable défi. Et il va falloir aller vite parce que on n'a pas parlé du changement climatique. Mais il faut quand même voir qu'en 2003, quand il y a eu la forte sécheresse, la production agricole française s'est effondrée de 25%. Et quand vous regardez les prévisions de Météo France après 2050, les périodes de forte chaleur, il va y en avoir plein, quoi, régulièrement. Et ça, c'est aussi un facteur qu'on maîtrise pas trop. Et donc, il va falloir aussi construire une agriculture plus résiliente. Et il est fort possible, mais c'est pas encore démontré, que l'agriculture biologique qui est beaucoup plus diversifiée sera, je l'espère, aussi beaucoup plus résiliente. D'accord. Alors juste, je vois Marc Dufumier veut réagir rapidement. Oui, nourrir le monde, c'est pas la France qui va nourrir le monde. Mais oui, il est possible que le monde se nourrisse par lui-même avec une agriculture issue de l'agriculture biologique. Et en France, le plus urgent dans notre dépendance alimentaire, c'est retrouver une plus grande autonomie en protéines, légumes secs. C'est bon pour la santé et c'est ça le plus urgent. Merci à tous les trois. Marc Dufumier, est-ce que vous vous souvenez de la phrase que vous nous avez donnée justement, qui symbolise un peu votre engagement ou votre façon de concevoir les choses? Vous vous en souvenez? Oui, il y a deux façons de vaincre la résistance de la nature. L'une est répressive, l'autre est libératrice. Grâce à la seconde, la misère, la violence, la cruauté diminuent. Et c'est Herbert Marcuse dans L'homme unidimensionnel. Emmanuel Kess. Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer, et c'est de Guillaume Ier d'Orange-Nassau. Philippe Pointereau, alors de votre côté, une devise? J'ai une devise, moi, c'est ne rien lâcher. Bon, ce sera le mot de la fin de cette première partie. Ne rien lâcher. Je vous renvoie bien sûr les uns les autres vers Bionutrinet, Solagro. On mettra les liens sur le site de l'émission. Marc Dufumier, 50 idées reçues sur l'agriculture et l'alimentation, un livre paru chez la réédition. Et puis co-auteur, je rappelle, du livre Agriculture biologique, espoir ou chimère, paru aux éditions Le Muscadier. Vous restez avec nous. Seconde partie, direction Moinsartou. Mais pourquoi, en fait, la nourriture qu'on nous sert à la cantine n'a pas de goût du tout? Par exemple, mardi, on a eu de la viande, ayant plus de gras à l'intérieur que de viande, avec des carottes qui n'avaient pas de goût. La sauce, c'était de l'eau. Le poisson, c'est presque tout le temps le même. Il y a juste la sauce qui change. Et oui, c'était le témoignage de Noé, 11 ans, sur France Inter, dans l'émission Le Téléphone sonne. C'était sur les cantines scolaires le 6 avril 2016. Et c'est la seconde partie de Cause à effet, les échos de la Terre, avec justement d'autres enfants qui sont un peu plus chanceux que Noé, avec un retour d'expérience en matière de cantine bio, celui de Moinsartou. Et avec nous pour en parler, le concepteur du projet. Bonjour Gilles Perrol. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Moinsartou, président du collectif 1+ Bio. Et donc, est-ce qu'on peut dire qu'on vous doit à vous cette cantine bio à 100% à Moinsartou? À Moinsartou, j'ai été fortement investi dans le projet de développement, mais vous savez qu'une collectivité est dirigée par une équipe, donc je ne suis pas le seul artisan du projet, mais je l'ai suivi de très près. Et oui, parce qu'il faut une volonté politique aussi à la base. On peut dire que tout est parti d'un homme dans les années 60, André Aschieri, ancien professeur de maths, devenu maire de Moinsartou, en s'opposant à la base à un projet immobilier. Oui, tout à fait. C'est son histoire d'arriver sur la commune de Moinsartou. André Aschieri est un homme de conviction et il était complètement investi par sa ville. Et quand il a travaillé en mission parlementaire sur les enjeux de santé et environnement, il a su faire passer à son équipe d'élus et à son équipe de techniciens cette fibre et cette nécessaire utilité de se positionner sur ces questions de santé et environnement à travers toutes les actions de la commune et donc entre autres l'alimentation. Comment est-ce que cette aventure de l'alimentation bio dans la commune a commencé? Ça remonte à quand? À la crise de la vache folle? Alors tout à fait, la première introduction de bio, c'était le bœuf en 1999, à l'époque de la vache folle, où la plupart des restaurations collectives ont supprimé le bœuf pendant quelques semaines.
et l'ont remis après. Nous, on est passé directement au bio depuis 99. Le bœuf est bio, et puis progressivement, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille plus loin. L'intérêt du bio pour la santé, pour l'environnement est démontré maintenant, et on s'est dit c'est 100% qu'il faut. Donc on s'était pas donné un échéancier contraignant, mais l'objectif était bien celui-là, et en fait on s'est rendu compte qu'en 4 ans on a réussi à passer à 100% de bio en restauration collective. Donc 4 ans. Alors comment vous avez fait? Alors je rappelle quand même que Montsartou, c'est environ combien? 10 000 habitants? 10, 12 000? 10 000 habitants, oui. Et donc la restauration scolaire, c'est à peu près 1000 repas, un petit peu plus de 1000 repas par jour. Donc il a fallu faire quoi? Créer une régie municipale agricole? Racheter des terrains? On voulait du bio local, et on est dans un département, les Alpes-Maritimes, où l'agriculture a quasi disparu au profit de l'immobilier. Et effectivement, pour pouvoir avoir un approvisionnement local en légumes notamment, on a créé une régie municipale agricole, c'est-à-dire que on a embauché un agriculteur qui, sur une terre municipale, produit 80% des légumes que mangent les enfants. Voilà un exemple d'action très concrète. Un deuxième exemple qu'on peut donner, parce qu'un argument qu'on nous oppose souvent, c'est que le bio est plus cher. On a fait la démonstration en Montsartou que l'on peut manger 100% bio à coût constant en restauration collective, en travaillant essentiellement sur la diminution du gaspillage alimentaire, puisque en moyenne, la restauration collective dans le milieu scolaire jette 150 grammes de restes de repas. Ça représente environ 20 centimes d'argent jeté à la poubelle. Donc nous, on a diminué à 30 grammes par repas le poids du gaspillage alimentaire. Et ces 20 centimes, on les a réinvestis sur la qualité de l'alimentation. Alors là, par exemple, un repas coûte combien? On est à 2,07 € d'achat matière par repas en 2015. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'assez raisonnable. Alors on est dans la moyenne, haute, non des prix on est dans la fourchette haute de la restauration, c'est mais ça, la fourchette haute de la restauration conventionnelle, je dirais. Exactement. Et nous, on est 100% bio. Alors, je vais vous proposer, Gilles Perrol, d'écouter tout de suite un document qui n'est pas très vieux, qui remonte au 10 mars 2016. Vous allez comprendre, c'était au moment où le Sénat a retoqué la proposition de loi de la députée Europe Écologie Les Verts Brigitte Allain, députée de Dordogne, une loi qui avait été votée à l'Assemblée nationale à l'unanimité en janvier. Depuis, le Sénat s'est rattrapé, mais quand même, c'est extrêmement riche d'enseignements. Manger bio et local dans les cantines, ce n'est pas du goût des sénateurs. La Chambre haute du Parlement a retoqué une proposition de loi écologiste. Le texte instaurait un seuil minimal de 20% de produits issus de l'agriculture biologique et locale dans les menus des cantines publiques. C'est vous qui l'avez rédigé, ce texte, Brigitte Allain. Bonsoir. Bonsoir. Députée écologiste de Dordogne, les sénateurs vous ont-ils expliqué les raisons de leur refus? Ils ne m'ont rien expliqué. Je rappelle que non seulement c'est un texte que j'ai porté à l'Assemblée nationale qui porte pour 40% de produits locaux et seulement 20% de bio. Cette loi a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Donc c'est pas seulement Brigitte Allain qui le veut. L'Assemblée nationale l'a voté à l'unanimité parce que j'ai produit un rapport parlementaire que j'ai travaillé pendant 6 mois et j'ai rencontré des élus, de nombreux élus. Il y a ceux qui l'ont mis en place et il y a ceux qui attendent des cadres pour les accompagner dans cette mise en place. C'est la raison pour laquelle j'ai rédigé cette proposition de loi. Quelle explication à cet écart entre l'unanimité à l'Assemblée et ce refus du Sénat? Comment vous l'expliquez-vous? Je vous dis clairement, je pense que c'est une position politicienne. J'ai entendu des mauvais arguments qui parlaient du coût, alors que on a des preuves qui ont été apportées par de nombreux élus qui ont mis en place ce système pour rapprocher la production de la consommation dans leur cantine et en luttant contre le gaspillage alimentaire, par exemple, ce coût est largement rattrapé. La surface agricole bio en France est-elle suffisante pour fournir ces repas aux cantines publiques? Oui, clairement, pour fournir les restaurants des cantines publiques, il suffirait de 400 000 hectares aujourd'hui. En bio, aujourd'hui, nous avons 1,3 million d'hectares en France en bio. Et aujourd'hui, le blocage de certains élus, c'est tout simplement parce qu'il faut mettre en place des structures pour accompagner justement ce regroupement des produits. C'est plus compliqué que de passer une commande directe à un restaurant de type industriel. Gilles Perrol, donc on en est où aujourd'hui?
On en est au statu quo puisque le texte est repassé par un amendement dans la loi sur liberté et égalité et ils l'ont à nouveau refusé. Et c'est rigolo parce que j'ai vu un mail aujourd'hui de l'association Agir pour l'environnement qui a découvert que dans les menus des sénateurs, il y a 20% de produits issus de l'agriculture biologique. Ah, il faudrait leur retirer alors. Il faudrait, puisqu'on n'arrive pas à le produire effectivement. Donc ils sont complètement déconnectés sur ce sujet. D'abord de l'attente des Français, parce que 88% des Français attendent du bio en restauration collective. Moi, je fais un autre calcul que Brigitte Alain, mais qui va dans le même sens. Moi, je me suis posé simplement la problématique des légumes, le maraîchage. Qui n'est pas très gourmand en surface. Et un légume, c'est un des 5 composants des repas, donc 20%. Et pour produire la quantité nécessaire pour des rations de 150 grammes de légumes pour les 3 milliards de repas par an de la restauration collective, on a besoin de 80 000 hectares. 80 000 hectares, on est actuellement à 1,6 million d'hectares en surface agricole bio, puisque ça a fortement augmenté sur les 6 premiers mois de 2016. Donc vous voyez que c'est rien. Moi, je crois que les réponses viennent plus des collectivités territoriales que du national. Et souvent, les collectivités locales montrent le bon chemin. Montsartou l'a fait, mais on est loin d'être les seuls à proposer des repas de qualité et du bio. Il y a des grandes villes, il y a des départements, il y a des régions qui travaillent sur le bio avec la volonté des habitants et des citoyens. Donc moi, je suis assez optimiste sur le développement du bio, texte ou pas texte. Nous, on a fait une enquête, on a un observatoire de la restauration scolaire sur Montsartou. 85% des parents ont annoncé qu'ils avaient modifié leurs pratiques à partir de ce que faisait la ville de Montsartou dans les cantines. Et 60% des parents disent manger souvent ou toujours bio. Ça a explosé en 3 ans, puisqu'on a 2 études à 3 ans d'intervalle. Et c'est des chiffres encourageants et qui rejoignent ceux du commerce bio, puisque les enseignes spécialisées bio ont augmenté en volume de 20 à 25% sur les 6 premiers mois de 2016. Donc, vous voyez, c'est vraiment un mouvement dynamique. On va rester sur ce chiffre encourageant, Gilles Pérolle. Merci à vous. Allez, un petit clin d'œil. Je rappelle que le 10 novembre prochain, l'association 1+ Bio organisera la remise des premières victoires des cantines rebelles à l'hôtel de ville de Paris. Et parmi les candidats, bien sûr, Montsartou. Merci à vous. Votre village qui poursuit sa transition. Je donne aussi le titre du livre « Quand les cantines se rebellent » de Julien Claudel et Stéphane Vera, édition Court-Circuit. Et puis toutes les informations, les liens sont à retrouver sur le site internet de l'émission franceculture.fr, rubrique de Cause à effet. Vous pouvez aussi réécouter l'émission, la télécharger et puis nous suivre sur Twitter, #DCAeffet. Et la semaine prochaine, nous nous intéresserons au nouveau droit pour la Terre avec le climatologue Jean Jouzel et la juriste en droit international Valérie Cabane. Et en partie, les échos de la Terre à découvrir le droit de suite Planète en partenariat avec le journal Le Monde. Merci de nous avoir suivis et merci à la fine équipe. Catherine Donnet, énergique attachée d'émissions en pleine ébullition. Anaïs Morales, tout aussi active pour le choix des documents sonores, sans oublier les plus, les moins et autres pépites qu'elle vous réserve avec Catherine et à retrouver absolument sur le site. Caroline Chaussé, toujours au rendez-vous à la documentation sonore de Radio France. Et puis Anne Gouzon, au taquet elle aussi à la documentation de Radio France. Et elle vous offre de retrouver sa revue de web environnement sur le site de l'émission. Et à la réalisation, bon pied, bon oeil, Alexandra Malka. Et à la technique, Delphine Baudet. Et je remercie aussi les techniciens de Toulouse. Et puis dans un instant, à 17h, suite de vos programmes sur France Culture avec Rue des Écoles et Louise Touré.